Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle d'égalité et qui lutte contre les discriminations en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2024, journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal. L'occasion pour nous d'aborder ce sujet hyper important, de briser le tabou autour de ce sujet, en Corse et ailleurs, et de rendre visible le deuil périnatal, cette perte d'un enfant. Pour cela, nous avons fait un appel à témoignages sur nos réseaux sociaux et vous avez été nombreux et nombreuses à nous contacter. Chaque témoignage sera diffusé en épisode unique sur notre chaîne pour laisser autant de place que nécessaire à ces mères, à ces pères qui ont souhaité s'exprimer et sensibiliser autour de ce sujet. Pour cet épisode, nous ne pourrons pas les garder en entier, mais c'est pour cela que nous vous invitons sur notre chaîne pour les écouter. Je suis accompagnée pour cet épisode de Sandra Guillemin, spécialisée en deuil périnatal, Émilie Doula, coach en accompagnement émotionnel pour la femme, Cilia Ciabrini, photographe bénévole pour l'association Souvenange, et Loa Landé, ancienne photographe bénévole également pour Souvenange. Dans cet épisode, nous ferons la présentation de A Casa Dia Famiglia, fondée par Maëva Vaz récemment. Certains de nos témoignages ont été lus par Clémence Gachet. Dans cet épisode, nous aborderons des sujets liés au deuil périnatal, une réalité douloureuse qui touche de nombreuses familles. Il sera question de la perte d'un bébé pendant la grossesse ou peu de temps après la naissance, un sujet profondément personnel et parfois difficile à entendre. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vivez cette expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Cet épisode, aussi initiatique soit-il, vise à offrir un espace d'écoute, de soutien et de partage, mais il peut également raviver des émotions difficiles. Prenez soin de vous et écoutez votre rythme. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire, n'hésitez pas à contacter des professionnels ou des proches, des groupes de parole, ou bien nous, en DM. Nous vous écoutons et nous vous orienterons autant que possible. Bonne écoute. Bonjour et merci de m'avoir invitée sur votre podcast. Donc, je suis Sandra Guillemin, je suis psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes et j'interviens dans les moments clés de la vie comme une grossesse, un deuil et les grandes transitions de la vie. Et ma mission, c'est vraiment d'aider à accueillir les émotions, à accepter le changement et à s'ouvrir à de nouveaux possibles. Et je me déplace à domicile, je peux me déplacer à l'hôpital aussi, à Paris et dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Ça peut être, s'il y a un projet de grossesse, notamment, ça m'arrive d'accompagner, par exemple, en général, le couple, c'est plutôt la femme qui est présente, mais ça peut être s'il y a un projet d'enfant et qu'il y a des difficultés, notamment avec un recours à une PMA, ce qui est fréquent en fait. Voilà, j'interviens dès ce moment-là. Si y a la grossesse, je peux être là aussi. Et puis, quand il y a des complications, notamment comme un deuil ou la perte du bébé, du coup, je suis là aussi. Et le deuil est une de mes spécialités dans l'accompagnement. Alors oui, donc moi c'est Émilie. Je suis coach et doula périnatale sur Ajaccio et en visio. Doula, c'est là en fait, j'accompagne les femmes, les couples, les familles dans leur maternité, leur parentalité. C'est un soutien émotionnel qui vient vraiment compléter le suivi médical que tu peux avoir avec une sage-femme ou une gynéco. Donc, c'est un soutien émotionnel et physique. C'est un accompagnement qui est vraiment très personnalisé parce qu'il y a autant de grossesses différentes qu'il y a de femmes ou de couples. On vient aussi intervenir sur le plan informatif quand les femmes ou les futurs parents ressentent le besoin. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Cilia, je suis donc bénévole chez Souvenange depuis 2016. Mon rôle principal chez Souvenange, c'est donc d'accompagner les parents qui traversent un deuil périnatal, soit par la prise de vue photographique de leur enfant né en vie, soit par la retouche des images déjà existantes que les parents nous envoient. L'idée, c'est de leur offrir un souvenir à la fois empreint de douceur et qui soit le plus doux, plus facile à regarder. C'est une mission assez émouvante et essentielle pour les parents
Et cela fait partie de l'engagement de Soulanges de soutenir ces familles. Chez Soulanges, donc l'association Soulanges, il est important de donner une vue d'ensemble de Soulanges en expliquant un petit peu les, les actions qu'on propose. Donc, c'est une association déjà, qui a été créée en 2014, reconnue d'intérêt général et d'utilité publique en 2015. Et notre mission principale est d'accompagner les parents vivant un deuil périnatal à travers 4 grands axes. La prise de vue photographique des enfants nés sans vie au sein des maternités, réalisée à la demande des parents, dans des maternités partenaires ou non. Donc, un peu partout en France, à la fois sur le continent, mais également à La Réunion, en Guadeloupe, et bien sûr en Corse. On les accompagne également dans la retouche d'images existantes que les parents nous envoient, même si celles-ci datent de plusieurs années. L'idée, c'est de les d'adoucir les stigmates et de rendre un souvenir visuel plus doux. La sensibilisation au deuil périnatal également, à travers des actions concrètes, comme la participation à des événements nationaux, comme la journée de sensibilisation au deuil périnatal le 15 octobre, et la formation des équipes soignantes pour qu'elles puissent, elles également, notamment quand des bénévoles sont pas disponibles, ou même pouvoir proposer ce service directement au sein de la maternité, de réaliser des images douces et appropriées dans ce contexte délicat. Bonjour Audrey. Moi, je m'appelle Hélo Allandais. Je suis photographe depuis 18 ans maintenant à Paris. Je me suis spécialisée au tout début de ma carrière dans la famille. Donc les photos d'enfants, les photos d'enfants avec leurs parents, les photos d'enfants âgés avec leurs parents, devenus adultes. Et j'ai découvert pas mal de... J'ai découvert que la famille, c'était pas toujours rose, on va dire. Alors, l'association Souvenanges, c'est une association loi 1901. Moi, comment j'ai découvert déjà le fait de prendre des photos? Parce que au-delà de l'association, je suis partie à la WPPI, qui est un énorme salon à Las Vegas pour la photo de mariage, de portrait. Et il y a une sorte de showroom où toutes les assos ou les vendeurs peuvent avoir un stand. Et là, je découvre que les Américains sont très en avance sur nous, parce que j'avais jamais vu ça en France, et photographient des enfants. Eux, je crois qu'ils disent asleep, endormis. J'aime pas du tout ce terme. Et moi qui parle pas très bien anglais, en fait, je comprends pas. Elle me parle de asleep. Et je me dis, oui, des bébés endormis. Oui, je photographie des bébés endormis. Et donc, au final, je comprends le gros quiproquo et je dis, ah, mais c'est super. Je trouve l'idée formidable pour tous ces parents en deuil. Et je lui dis, mais moi, j'habite en France, donc je ne peux pas travailler pour vous, Association de Las Vegas. Et en rentrant, je ne sais plus comment, je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais je rencontre cette association. Ne me demande pas exactement comment. Euh, Hélène, à l'époque, la présidente de l'association et la créatrice de l'association, voilà, nos chemins se croisent, je ne sais plus comment. Et je lui dis, écoute, c'était au tout début, je dis, moi, je veux bien être formée par votre équipe et on y va, quoi. On y va. Elle avait enfin, elle avait un protocole, elle avait quelques, je ne sais plus comment on appelle ça, mais accords avec des maternités qui l'appelaient en cas de décès de nouveau-né ou d'interruption médicale de grossesse. Et moi, je sais que j'ai été la 100e séance. Donc, j'ai dû faire, tu vois, je suis arrivée vraiment au début. Parce que là, ils en sont à des centaines et des centaines. Alors, le principe d'être photographe, alors déjà, quel est le principe? Tout simplement, c'est de photographier, souvent dans les maternités quand même, puisque la naissance vient d'avoir lieu, euh, un bébé et sa famille, donc tous les membres de la famille qui souhaitent être présents, de photographier un bébé qui est décédé, qui vient soit d'une mort subite, tu vois, fétale, enfin in utero, soit déclenché, enfin parce que le bébé est trop malade, donc on décide de faire une interruption médicale de grossesse, donc on arrête le cœur du bébé
dans le ventre de la maman et ensuite on déclenche l'accouchement. Et donc nous, on est appelés par les parents ou par le corps médical en nous disant, voilà, on va avoir un décès, est-ce que vous avez un photographe dispo pour venir le photographier? Et donc, par région, on essaye d'être un maximum parce que ça demande quand même une disponibilité folle. Pas de- On te dit demain, il y a une IMG, tu sais pas à quelle heure c'est, ça va dépendre de l'anesthésiste, ça va dépendre de toute l'équipe, ça va dépendre de la maman, si elle est prête ou pas, on peut décaler un peu. Et puis après, une fois qu'on déclenche un accouchement, ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 5 heures, 6 heures, 7 heures. Donc il faut être extrêmement disponible. Enfin, il y a aussi la possibilité de venir une fois que le bébé est largement né. C'est-à-dire, tu peux venir le lendemain, par exemple. Mais ça veut dire que ce bébé, il est né la veille. Et moi, j'ai toujours voulu arriver à la naissance du bébé. Donc, j'attendais, je me rendais disponible et j'arrivais avec mon petit vélo, mon petit scooter, vraiment dans l'heure qui suivait la naissance. Donc là, on va faire des photos du bébé, des photos des petites mains, des petits détails. En fonction de l'état du bébé, on va plus ou moins pouvoir faire toutes les photos qu'on veut. Et si les parents le souhaitent, on fait aussi des photos dans leurs bras avec le papa, la maman. J'ai jamais eu de grand frère ou de grande sœur qui étaient là, ni de grands-parents. Mais ça m'est arrivé de photographier. Les parents avaient apporté une photo des grands frères et des grandes sœurs. Donc, on a pu, en fait, poser le cadre à côté du bébé et faire une photo de fratrie. Sandra, peux-tu nous donner la définition du deuil périnatal, s'il te plaît? Alors en fait, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on parle de deuil périnatal lorsque les parents perdent leur enfant entre la 22e semaine d'aménorrhée et le 7e jour après sa naissance. Et la mort périnatale, en fait, peut survenir en cours de grossesse, à la naissance ou dans les heures et les jours qui suivent l'accouchement. Et elle peut être spontanée ou provoquée suite à la découverte d'une anomalie fétale grave, par exemple. Mais dans la réalité, dans le vécu des parents et celui des accompagnantes comme moi, en fait, le deuil périnatal peut couvrir une période plus large parce que c'est vrai que là, on dit voilà la 22e semaine, le 7e jour, etc. après la naissance. Évidemment, il y a des pertes qui peuvent arriver avant la 22e semaine et bien au-delà du 7e jour. Donc, l'idée, c'est, voilà, là, j'ai donné une définition en fait de l'OMS, mais après, c'est vrai que pour la réalité des parents, mais aussi celle des accompagnants. Évidemment, on prend en compte si c'est un petit peu avant, un peu après. Enfin, c'est pas, on reste pas figé en tout cas dans ces dates-là. Donc ça c'est vraiment important de le dire. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même 7000 familles par an qui sont touchées par le deuil périnatal. Donc c'est vraiment c'est pas négligeable en fait comme chiffre. Donc, et en plus, il peut avoir vraiment un impact fort et durable, enfin, je dirais même plutôt profond, sur la santé mentale des parents, justement. Parce qu'un événement comme celui-ci est vraiment, c'est pas quelque chose auquel on pense, en fait. Attention, l'ensemble des témoignages de cet épisode contiennent des récits de vie pouvant heurter la sensibilité de tous et toutes. J'ai vécu au cours des dernières années 3 grossesses. Et aux yeux de la loi, il n'a jamais existé. On culpabilise beaucoup. Hum, Parce que, comme on sait que c'est une infection qui a provoqué en fait l'accouchement prématuré et tout ça, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Très choquée par les prix que c'était pour, pour des petites plaques et pour une place, on paye 5 ans. Avec mon conjoint, même si c'est dur, on est motivé, on a envie d'y croire et on relance les essais bébés. Et donc en février 2023, je retombe enceinte. Arrivé le soir, je perds les os et j'accoucherai le lendemain, le 16 juillet 2023. De mon petit garçon né vivant encore une fois, qui est là, qui restera en vie 2 heures. Mais en tout cas, il y a des personnes qui perdent leur bébé, par exemple, à la 21e semaine ou à la 20e semaine. De toute façon, voilà, c'est la perte d'un bébé, quoi.
C'est la perte d'un embryon, d'un fœtus. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, le ressenti des parents, il est profond et douloureux. De relancer une nouvelle grossesse. Donc j'accouche en juillet. On se dit que début 2024, on va relancer le projet bébé. Donc on lance dès le 1er janvier de l'année. On se dit, bon, ça prend 1, 2 mois, 3 mois, c'est des choses qui peuvent arriver, parce que c'est une moyenne, en fait. Je crois que la moyenne, c'est 6 mois. Sauf que, bah non, moi, ça prend dès le mois de janvier. Et donc, j'accoucherai le 30 juin de cette année, à 27 semaines et 5 jours, de mon troisième petit garçon, qui est né en siège, décomplété. C'est-à-dire qu'en gros, il avait les jambes au niveau du cou quand il est sorti. Parce que comme il avait plus de liquide pour bouger, il est resté en siège tout du long. Il est pris en charge. Dans ses premières heures de vie, il fait un pneumothorax. Et on passe le 1er juillet. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est en couveuse, il est très petit, il est sous oxygène, il y a des machines qui bipent de partout. Du coup, la décision qu'il nous demande, c'est est-ce qu'on veut le réanimer s'il vient à partir. Mais sur le moment, moi, tout ce que je vois, c'est que son cœur diminue. Et je leur dis, je le veux dans mes bras, en fait. Et mon petit garçon, il s'éteindra à 18h45. Mon dernier garçon, il est décédé le 5 juillet. Et la naissance de mon deuxième, c'était le 16. Donc, quasiment à 1 an d'intervalle, j'ai enterré 2 garçons. Les spécificités en fait du deuil périnatal notamment parce que on parle souvent de deuil suite à la perte de quelqu'un, mais le deuil périnatal, il a vraiment 3 spécificités pour moi. C'est déjà l'invisibilité sociale, parce qu'il est souvent ignoré, voire minimisé par l'entourage, vu qu'il n'y a pas vraiment de vécu avec le bébé, puisqu'il y a eu, il a été perdu souvent avant de naître. Même s'il est né, il a été vivant quelques jours, il y a assez peu de vécu. Donc cette invisibilité sociale minimise souvent justement cette notion de deuil et du coup peut être effectivement passé sous silence, qui peut être très douloureux et très blessant en fait pour les parents. Et le fait qu'il y ait un manque de traces en fait tangibles de cette grossesse. Même s'il y a eu des premiers signes de grossesse ou qu'il y a eu des préparatifs à l'arrivée de l'enfant, ça peut sembler insuffisant en fait pour parler d'une perte des fois ou de se dire que j'ai vraiment vécu ça. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est en ça que je vais faire le lien avec l'accompagnement, c'est que par exemple en tant qu'accompagnant, bah, on va souvent proposer de créer par exemple des traces tangibles, concrètes de ce moment. Par exemple, bah, ça peut être un test de grossesse si la personne l'a, ça peut être le bola de grossesse, ça peut être les petits chaussons qui ont été achetés ou d'autres petits vêtements et de les mettre dans une boîte à souvenirs, par exemple. En tout cas, vraiment l'importance de créer des traces pour pouvoir revenir dessus quand la personne est prête et honorer la mémoire en fait du tout petit. Et aussi, donc le troisième point, c'est le vécu dans le corps, parce que ce deuil-là, il a vraiment alors le deuil en général, il a vraiment un impact sur le physique en général, puisqu'il peut soit déclencher des symptômes physiques ou aggraver des symptômes déjà existants. C'est souvent reconnu comme ça. Et dans le cas d'un deuil périnatal, le vécu dans le corps, bah, c'est que il s'incarne physiquement, c'est-à-dire que notamment lorsque le bébé décède dans le ventre, souvent qualifié par certaines mamans de ventre tombeau, la mère peut également aussi ressentir des émotions physiques telles que des montées de lait qui peuvent rappeler en fait, qui peuvent rappeler le lien avec cet enfant qu'elle a porté. Donc c'est ça qui fait le lien entre le corps et le deuil. Et donc, du coup, dans l'accompagnement, euh, la, la place du corps est vraiment très importante, notamment pour rétablir une reconnexion bienveillante, en fait, avec le corps. Ça, c'est vraiment très important, notamment
comment dire, porter attention, par exemple, sur le ventre et honorer quand même ces moments de vie, même si ça a été très bref, qui ont été réels, en fait. Donc, ça, c'est vraiment effectivement hyper important de rétablir cette connexion bienveillante, parce que souvent, la tristesse, le désespoir, la honte, la culpabilité, on n'est pas forcément hyper bienveillant avec le corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, en tout cas dans l'accompagnement, de mettre une place, en ce qui me concerne, sur cette partie-là. Et voilà, donc ça, c'était les 3 points, effectivement, que je voulais spécifier, parce que c'était vraiment important. De toute façon, il y a le lien avec, effectivement, l'accompagnement. Et donc, ce qui est important aussi, du coup, c'est dans cet accompagnement-là, c'est vraiment d'accompagner en fait la personne dans l'expression de ses émotions sans jugement. Parce que justement, quand on ressent de la honte, de la culpabilité et que on n'a pas l'entourage qui est forcément compréhensif parce que ils savent pas en fait, ils connaissent pas ou alors ils ont peur effectivement d'être maladroits. Effectivement, avoir recours à un professionnel permet d'avoir cet espace en fait où on peut s'exprimer et laisser aller les émotions sans être jugé pour se sentir écouté. Et ça, c'est vraiment majeur en tout cas dans l'accompagnement et ça permet d'aller vraiment vers une acceptation aussi de ce qui s'est passé et ça fait partie aussi intégrante en fait du processus de deuil, de justement de vivre pleinement les émotions, même si effectivement c'est pas toujours facile. Ça peut être même très intense, mais en tout cas c'est vraiment nécessaire de pouvoir les faire sortir, de l'accompagner pour aller ensuite vers du renouveau, tout simplement. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et après, il y a aussi, alors ça va dépendre des personnes, mais par exemple, la réalisation d'un rituel avec le couple ou la femme pour justement marquer en fait cette période-là et en fait pour faire de ce drame, pour que ne pas faire de ce drame un silence ou un non-dit en fait dans le couple ou dans la famille. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Voilà en gros les différents aspects qui peuvent en lien avec effectivement l'accompagnement. Et effectivement, il faut savoir que dans le couple, pour les hommes effectivement qui souhaitent venir ici, effectivement, ils sont bienvenus. C'est même mieux parce que la communication est vraiment ultra importante dans ces moments-là pour refluidifier. Pourquoi? Parce que chacun va vivre en fait son processus de deuil de manière très différente. Et ils vont pas forcément être synchrones l'un et l'autre par rapport à ce qu'ils vont vivre, ce qui peut créer des divergences en fait dans les réactions émotionnelles. Et puis, du coup, en plus, comme c'est très intense, voilà, il peut y avoir des risques de conflit ou même de distance émotionnelle aussi. Et puis voilà, c'est quand même un traumatisme, un choc émotionnel qui est vraiment profond, douloureux, et voilà, et qui est pas facile à vivre. Et c'est pour ça que dans certains cas, effectivement, c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un. Après, si la personne elle a un soutien autre qu'un professionnel, c'est très bien. De toute façon, le soutien est essentiel pour pouvoir rebondir, en fait, qu'il soit familial ou professionnel ou amical ou autre soutien, hein. De toute façon, ça, c'est vraiment important. L'importance des images dans le processus du deuil périnatal. Chez Soulanges, on met l'accent sur l'impact des photographies dans ce processus de deuil. Il est important de faire comprendre pourquoi ces images jouent un rôle crucial. On va peut-être rappeler dans un premier temps le mantra de l'association et de dire nous ne photographions pas la mort, mais l'amour que les parents portent à leur enfant. Avoir un souvenir visuel doux, c'est une manière pour les parents de reconnaître et de valider l'existence de cet enfant dans leur histoire familiale. Cela les aide à avancer dans leur processus de deuil avec plus de sérénité. Plusieurs études montrent que disposer de ces images dans les étapes douloureuses a mieux accepté la réalité de la perte. C'est aussi important pour accorder une place dans la famille. La fratrie existante ou à venir, cet enfant a été attendu,
souvent même espéré, et malheureusement, il ne rentre pas à la maison. Alors, avoir ces images, et particulièrement douces, retravaillées, ça lui accorde une forme d'existence à cet enfant. C'est important de préciser aussi qu'on ne travestit pas la réalité, on atténue simplement les stigmates de la mort pour rendre ces images douces. Donc, un accompagnement photo avec souvenance, ça se déroule avec une attention particulière portée à chaque famille où qu'elle se trouve en France, sur le continent, en Guadeloupe, à La Réunion, et évidemment en Corse. L'un de nos photographes bénévoles formés à la sensibilité requise dans ces moments délicats se rend à l'hôpital. Nous, on veille à offrir à chaque parent le même accompagnement. Pendant la séance, on prend des photos des détails du bébé, mains, pieds, visage, corps entier. On aime bien l'idée de se dire que plus tard, en regardant les photos, les parents auront la possibilité d'explorer un petit peu leur petit, un peu à la manière de chaque parent quand il rentre avec son bébé, il compte ses petits doigts de pied, il compte ses petits doigts de main et il regarde comment il a fait son petit. On a l'idée de pouvoir offrir aussi cette possibilité-là aux parents après et de vraiment présenter cet enfant à tout le monde, à la famille, en respectant bien entendu les souhaits des parents. Eux, ils peuvent être présents pendant la séance, pendant la prise de vue, disons. Ils décident vraiment jusqu'au dernier moment s'ils ont envie d'être là ou non. Ils ont cette liberté de changer d'avis à tout moment. Nous, on est vraiment là pour les accompagner selon leurs souhaits. Je rencontre beaucoup de femmes et de couples qui ont malheureusement dû faire face à un deuil périnatal, que ce soit fausse couche, IVG, IMG. Tu as aussi la mort fétale in utero, décès pendant l'accouchement, post-accouchement, voilà, mort inattendue du nourrisson. Donc effectivement, j'ai rencontré des femmes et des couples qui ont dû faire face à ce deuil-là. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, alors, au niveau des chiffres, c'est pas très précis, évidemment. En fait, sur un an, en France, il y aurait 7 000 ou 8 000 bébés décédés, quoi. Enfin, voilà, après, c'est que mon avis, mais les fausses couches font partie pour moi des deuils périnataux. Et je pense elles ne rentrent pas en compte là-dedans. En tout cas, pas avant 22 semaines d'aménorrhée, tu vois. Et ça fait 20 bébés par jour quand même. Donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et en fait, ça fait une grossesse sur 5 qui n'arrive pas à son terme. Donc c'est pareil, c'est assez compliqué. Et c'est un deuil qui est vraiment particulier au sens où t'as pas de souvenirs, t'as pas de traces. Tu vois, contrairement à la perte d'un proche, d'un grand-père ou d'une grand-mère, par exemple, tu as ces souvenirs-là. Oh, ben, je me souviens quand on sortait avec papy à la mer, les vacances, les ci, les là. Là, la particularité des deuils périnataux, c'est qu'il n'y a pas de souvenirs, tu n'as pas de traces. Et c'est un deuil qui est compliqué aussi du fait que c'est l'impensable, en fait. D'où aussi le fait que longtemps, il n'y a pas eu de terme pour ces parents qui perdaient un enfant. Tu vois, quand tu perds ton mari ou ta femme, t'es veuf, t'es veuve. Quand tu perds tes parents, t'es orphelin, orpheline. Mais quand tu perds un bébé, il n'y avait pas de terme précis pour appeler ces parents-là. Et c'est très récemment qu'est sorti les termes mamange, papange, parange, etc. Oui, donc par rapport à la communication, donc ça peut ne pas être évident parce que effectivement, comme ça peut raviver la douleur d'en parler, voilà, c'est pas évident de d'arriver à gérer effectivement ça. Donc, ce qui peut en plus entraîner un éloignement du couple. Voilà, par rapport à ça. Et après, donc, ben, j'en ai parlé de la nécessité d'un soutien externe parce que effectivement, quand il y a un traumatisme comme celui-ci, c'est toujours bien de pouvoir être aidé pour qu'il y ait un espace d'expression vraiment sécuritaire et aider à mieux comprendre les réactions effectivement de l'autre. Et puis, je dirais que si le couple aussi envisage une nouvelle grossesse, qui est souvent le cas. Euh, euh, Celle-ci peut être vécue avec beaucoup d'anxiété, avec d'espoir aussi, mais aussi une nouvelle peur de la perte. Donc, il peut y avoir aussi des émotions là à gérer voilà, parce que souvent, effectivement, après la perte, les couples ont très envie de pouvoir avoir un autre enfant en fait. Et voilà, c'est pour ça que toute cette partie-là, pour bien gérer la communication. Euh,
et tout le reste, en fait, pour fluidifier tout ça, équilibrer les émotions des uns et des autres, effectivement, c'est vraiment effectivement important pour que ça soit bien vécu, pour que la grossesse d'après soit vraiment sereine et que le lien avec le futur enfant à venir puisse être unique, vraiment sans projection de ce qui s'est par rapport à l'autre enfant qui a été perdu. Donc voilà, ça c'est vraiment important. C'est une épreuve, ça c'est sûr, c'est une épreuve. Mais en tout cas, des couples que j'ai pu rencontrer, ça les a renforcés. Ça les a renforcés. À quelques jours des 3 mois de l'accouchement, évidemment je vais mieux. Mais je ne suis plus la personne d'avant. Je suis changée à vie et une partie de moi restera brisée. Alors même si je dis ça va, quand on me demande, c'est plutôt un masque, car non, ça n'ira jamais parfaitement bien, même si je continue de vivre et de sourire parfois quand je passe des bons moments. Avec mon chéri, cette épreuve nous a plus que renforcés. Notre couple est encore 1000 fois plus solide qu'avant, et on sait que maintenant, dans la vie, on pourra tout affronter. Toutes les sages-femmes rencontrées dans cette épreuve ont été d'une douceur et d'une aide incroyable pour nous. La place de mon entourage dans ce deuil, il y a eu du bon et du moins bon. J'ai été déçue et je me suis sentie délaissée et incomprise par des personnes avec qui j'étais hyper proche, et à l'inverse des personnes sur qui je n'aurais pas pensé qui ont été bien présentes pour moi. La place du travail dans mon deuil, c'est un sujet hyper compliqué à aborder. J'ai quitté mon travail parce que j'allais avoir un enfant et je ne me vois pas revenir sans avoir d'enfant. J'ai trouvé du réconfort en parlant avec des personnes ayant vécu le deuil périnatal et ça me fait un bien fou. Savoir leur histoire, leur vécu, leur succès par la suite, ce qui donne beaucoup d'espoir, ainsi que les groupes dédiés à ça sur les réseaux. Il y a certaines femmes, lors de leur deuil, qui ressentent une culpabilité extrême et c'est OK de ressentir ça, comme c'est OK de ressentir la colère quand elles vont voir une femme enceinte ou une femme pousser leur bébé dans la poussette. Je pense qu'il faut aussi leur dire enfin, elles s'autorisent tout, quoi. Voilà. Mais cette culpabilité-là, c'est vrai elle peut faire des ravages et malheureusement, elles en sont pas responsables de ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est important de mettre ce sujet-là sur le devant de la scène, si je peux me permettre cette expression, pour, pour permettre à toutes ces femmes, à tous ces couples de se libérer sur la parole, parce que c'est quelque chose vraiment de très, très difficile ce qu'ils vivent. Vraiment, il y a pas de mots pour décrire un deuil comme ça, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie, j'ai 37 ans, j'habite en Charente-Maritime et je viens aujourd'hui partager avec vous mon expérience autour de ce podcast, de cette demande de témoignage par rapport au deuil périnatal donc, que je vis avec ma fille Lia qui est décédée à l'âge de 9 mois et demi le 14 septembre 2023. Lia est donc arrivée le 23 novembre 2022 vraiment comme un miracle, un enfant que je ne pensais pas pouvoir avoir un jour. J'ai eu ma grossesse seule, sans le géniteur. J'ai accouché seule, avec ma maman, mais sans le géniteur encore une fois. Et je l'ai élevée en tant que maman solo. Voilà, elle est née par une césarienne en code rouge. Elle avait fait un nœud autour de son cordon in utero et donc le rythme cardiaque était difficile à stabiliser. Elle a fait un petit pic de fièvre à la naissance, mais voilà, tout s'est ensuite bien passé. Lia et moi avons dormi en cododo jusqu'à ses 5 mois et demi, donc collés à mon lit dans ma chambre, dans notre chambre. J'avais suivi les recommandations de l'OMS, je m'étais renseignée, j'étais impliquée dans la santé et la sécurité de ma fille, et notamment par rapport au sommeil, donc pas de tresse de lit, pas de tour de lit, pas de couverture, etc. Donc c'est quelque chose que je suivais et je n'étais pas forcément peureuse quant à toutes ces questions. Comme l'OMS recommande un cododo jusqu'au moins les 6 mois de l'enfant, mon conscient et inconscient ont cru que la mort subite du nourrisson
n'arrivait potentiellement que jusqu'à 6 mois, puisque c'est les raisons du décès de ma fille. Elia est décédée subitement à 9 mois et demi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, puisque dans ma tête, et j'imagine peut-être comme beaucoup d'autres parents, pour moi, si l'OMS recommandait le cododo jusqu'à au moins 6 mois, c'est que pour moi, il n'y avait plus de risque de mort subite du nouveau-né au-delà de ces 6 mois. Il faut savoir, et c'est pas négligeable dans notre parcours à ma fille et moi, que fin juin 2023, lorsque Lia avait 7 mois, 2 mois et demi avant qu'elle ne décède, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein. Donc il a fallu poursuivre l'éducation de ma fille seule, avec la fatigue, l'inquiétude, tout ce que demandent les traitements. Donc j'étais d'autant plus vigilante quant à la santé physique et psychologique de ma fille, autour de ma maladie. J'avais peur de l'impact que ça pouvait avoir sur elle, etc. Donc j'étais entourée de la PMI, d'une pédiatre. J'étais prête, s'il le fallait, à voir des pédopsychiatres, etc. Donc ma fille et moi étions, je me sentais en tout cas entourée, voilà. De temps en temps, ma famille, mes grands-parents et ma mère pouvaient prendre le relais avec ma fille une journée, une nuit ou deux. Et le lendemain, le 14 septembre au matin, après différents appels passés à ma mère en vain, j'étais étonnée de ne pas avoir la petite photo du matin pour savoir comment s'était passée la nuit, etc. Et voilà, bon, ce moment-là, je l'épargne, il a duré bien longtemps. Il a été assez traumatique. Ma fille a été transportée donc à Poitiers, là où il y a l'Institut de la mort subite du nourrisson. Voilà, elle a été transportée directement là-bas, donc à environ 2 heures de route de chez moi. Que tout de suite, quand un enfant décède, il y a la police judiciaire qui intervient et une enquête pour savoir notamment si c'est pas d'origine criminelle. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir accès au corps de l'enfant. Or, moi, je n'avais pas vu ma fille. Et donc là, ma famille, les élus, la police, tout le monde s'est... les pompiers, tout le monde s'est relayé auprès du procureur, etc. pour me donner le droit, d'une manière exceptionnelle, mais juste humaine, de pouvoir aller jusqu'à Poitiers pour voir mon enfant. Parce qu'il était inhumain, tout simplement, de ne pas pouvoir voir ma fille. Donc j'ai pu, avec une ambulance, aller jusqu'à Poitiers. Et là, j'ai découvert le corps de mon enfant, sans vie depuis quelques heures. Ma fille a été retrouvée inanimée chez ma maman, donc elle dormait cette nuit-là là-bas. Je n'ai jamais eu aucun sentiment de colère, ni contre ma mère, ni contre les médecins. J'ai éprouvé un sentiment de culpabilité envers moi-même de ne pas avoir été avec ma fille. Je m'en suis et je m'en veux encore longtemps voulu, et je m'en veux encore que ma fille soit partie sans maman. Alors elle était entourée d'amour parce qu'elle était chez sa mamie, mais elle était sans maman. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, mais il en est ainsi, il faut l'accepter. Je m'en veux aussi d'avoir imposé ça à ma mère qui, cette nuit-là, a pris avec amour, bien sûr, ma fille pour que je me repose avant ma chimiothérapie. Mais je m'en veux de lui avoir imposé ce moment. Et je n'ose imaginer ce qu'elle a pu ressentir et vivre en découvrant ma fille le matin, en apportant le biberon et de la voir inanimée et de pas... Je peux pas réaliser, d'essayer de comprendre là ce qui est en train de se passer. Ça a dû être horrible pour elle. Voilà. Et avant tout, je me remémore mon dernier regard avec ma fille. Les derniers mots que je lui ai dit, c'était que je l'aimais, comme à chaque fois que je la quittais, si je la laissais à ma maman ou une demi-journée à la crèche. À chaque fois qu'il y avait une séparation, je lui disais toujours « Je t'aime mon chat, à tout à l'heure ou à demain ». Voilà, je lui disais je t'aime à chaque départ, et je sais pas, inconsciemment, je me suis toujours dit que s'il arrivait un jour quoi que ce soit, je veux que mon enfant, il entende que les derniers mots et les derniers regards, que ce soit que de l'amour. Mais la culpabilité, elle fait partie par vague du cheminement, je pense. Mais il est important en tout cas de l'exprimer, de la verbaliser pour qu'on nous aide à comprendre, même si on le sait au fond de nous, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait et qu'on n'y peut rien. Et avant tout que ma fille
je pensais, j'ai eu des doutes parfois, mais maintenant j'en suis convaincue en retraçant mes souvenirs, ma mémoire et les souvenirs photos, vidéos. Ma fille, c'était un bébé enjoué, souriant, un petit bébé clown qui a vécu heureux, qui était pleine de vie, de joie, qui communiquait ça. Et en ça, je suis fière. Et je suis fière qu'elle m'ait choisie pour maman. Et je suis fière de tout ce qu'en ces 9 mois et demi, j'ai pu lui transmettre et lui inculquer. Après, tu accompagnes vraiment le deuil de la personne en fonction d'elle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas un protocole à suivre. Tu t'adaptes complètement à la personne. Moi, je sais que ce qui revient souvent, c'est les petits rituels. Euh, Pareil, propre à la personne, tu vois, je me rappelle d'une maman qui avait écrit une lettre, par exemple, une lettre à son bébé perdu et qui avait été le déposer dans un endroit qu'elle adore, enfin, qu'elle aime profondément. Et voilà, c'est vraiment propre à Une chacun, journée quoi. normale, je l'ai couchée pour sa sieste de midi, puis 15 minutes plus tard, je lui faisais le massage cardiaque, parce qu'en allant la surveiller, ma fille ne respirait plus. Une journée de calvaire, pompiers, ambulance, police. On nous a transférés à l'hôpital des enfants, et jusqu'au soir, nous avions espoir que ma petite fille allait être sauvée. Mais à 19h26, ma petite princesse est partie dans mes bras. Son petit cœur s'est arrêté. Je me sens trahie par la vie. C'est comme si la Terre avait arrêté de tourner cette journée-là. C'est des montagnes russes dans une journée. Je me sens comme si on m'avait jetée dans un trou noir et qu'on m'avait coupé les bras pour pouvoir sortir. Je me sens prise entre terre et ciel. Voilà, c'est un mélange d'émotions douloureuses. Mon compagnon a vécu la douleur pareil comme moi, dans les premiers mois. Cela a renforcé nos liens, parce que dans ces moments de douleur, il reste à mes côtés avec beaucoup de bienveillance et il me tend l'épaule pour pleurer sans pression ni jugement. Cela m'aide beaucoup. Mon entourage et ma famille ont pu me blesser facilement. Ils disaient des mots des fois maladroits. Ma direction me soutient beaucoup. C'est sûr que j'ai moins de force qu'avant, mais je me sens bien quand je suis au travail. Faire un petit placard au salon pour ma fille m'a beaucoup aidée. J'ai mis certaines de ces choses. Je n'arrive pas encore à défaire sa chambre. Je navigue du jour au jour, des petits pas. En tout cas, les conseils à donner, il faut les éviter. Juste une présence est suffisante. Émilie, toi tu viens en complément des professionnels de santé traditionnels. Comment est-ce que ça se passe? Alors oui, effectivement, nous, on vient vraiment compléter le suivi médical qu'il peut y avoir lors d'un deuil périnatal. Honnêtement, je n'ai pas le connaissance du protocole fait par l'hôpital d'Ajaccio il y a un deuil périnatal. En revanche, ce qui est important, moi, dans ma posture de doula, c'est l'écoute. Euh, Parce que c'est vraiment un moment particulier, un moment qui reste encore tabou dans notre société et du coup qui est assez pesant, assez lourd. Et la plupart des gens qui entourent les familles pensent qu'il faut pas en parler. Voilà, faut pas en parler, ça va faire de la peine, ce qui est compréhensible, hein. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Généralement, après, voilà, c'est propre à chacun. Mais le fait d'avoir eu ce drame-là à vivre pour la femme, pour le couple, plus le fait on n'en parle pas, c'est vraiment une double peine pour eux. Donc vraiment, moi, dans ma posture de doula, ça va être vraiment une écoute active. Et quand je vois qu'il y a un besoin d'un suivi psychologique ou plus, là, je redirige vers d'autres professionnels, évidemment. Sandra, quand tu accompagnes des parents dans leur deuil, est-ce que tu remarques un impact sur leur vie de couple? La perte peut effectivement affecter l'intimité et la sexualité du couple. Par rapport à la peur que la nouvelle grossesse peut générer, le souvenir de l'enfant perdu, le traumatisme émotionnel qui peut rendre la reprise des relations sexuelles difficiles ou douloureuses. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui n'est pas négligeable, d'où l'importance d'une communication ouverte. Et par rapport à ce que vous m'aviez demandé par rapport au corps, ça revient en fait à ce que je disais tout à l'heure sur la reconnexion bienveillante avec le corps, notamment l'image que la femme a de son corps
qu'elle ne le rejette pas, en fait, pour qu'elle puisse de nouveau se le réapproprier de manière, enfin, qu'elle puisse voir son corps comme quelque chose qui puisse donner la vie, tout simplement, et apporter attention notamment à son ventre, parce que souvent, voilà, on n'a pas toujours, elle n'a pas toujours, effectivement, comment dire, quelque chose, une perception, on va dire, positive de ce qu'elle a vécu. Donc, c'est bien de pouvoir rétablir cette réconciliation avec le corps, je dirais. Et pour toi, Émilie? Ben, ça a des conséquences terribles. Et puis déjà, il faut savoir que la maman va pas vivre le deuil de la même manière que le papa. Il y a ça aussi. La maman, elle a eu le bébé en elle. À certains stades, elle a même senti bouger, etc. Donc déjà, il y a cette appréhension-là. Et on est encore quand même dans une société où les hommes ne pleurent pas. Les hommes ne montrent pas l'émotion. Donc, il y a un vécu qui est complètement différent. Le deuil de mon fils Albin remonte au 18 mars 2019. Albin est décédé d'une mort subite du nourrisson à l'âge de 4 mois et 2 semaines. Cette année, nous avons fêté la 5e année de son décès. Le 6 novembre, il aurait eu 6 ans. Comment est-ce que tu te sens? C'est un mélange de sentiments complexes. La douleur de la perte est toujours présente. Mon deuil ne sera jamais fini, mais il est apprivoisé. Avec le temps, j'ai trouvé une certaine forme de résilience et d'apaisement. L'écriture de mon livre Les étoiles ne piquent pas, sorti en avril 2024, m'a permis de donner un sens à cette expérience, de transformer l'absence, la douleur et aussi les non-dits en quelque chose qui pourrait aider d'autres parents et surtout les papas à ne pas se sentir seuls dans leur deuil. La place de ton compagnon dans cette épreuve. En tant que père, je me suis retrouvé dans une situation où les attentes sociétales me poussaient souvent à être le pilier, où ma douleur était invisibilisée par rapport à celle de ma femme. Je suis un homme, je ne l'ai pas porté, m'a-t-on souvent dit. Cela a été une épreuve difficile, mais je crois que cette épreuve a renforcé les liens avec ma compagne et notre fils toujours présent. Cela a aussi révélé l'importance du soutien mutuel dans notre couple. Dès le départ, nous nous sommes dit que notre chemin de deuil serait différent de celui de l'autre, tout en l'acceptant. Il y a eu des tensions, des non-dits, mais il y a aussi eu de belles révélations. Le suivi médical a été compliqué car il y avait enquête suite à autopsie, un mauvais diagnostic où il y a une fausse suspicion de bébé secoué, audition, au final pour rien du tout, un vrai cauchemar. Un manque de prise en charge spécifique, communication mauvaise, tableau noir, pas de mise en relation avec les associations qui travaillent avec l'hôpital. Mon entourage a joué un rôle crucial dans mon cheminement. Cependant, le deuil reste encore un sujet tabou pour beaucoup et c'est pire quand il s'agit d'un enfant. Certains ne savaient pas comment réagir, d'autres évitent encore aujourd'hui le sujet. Nous avons eu des réflexions maladroites du type « Vous êtes jeune, vous en referez un ». Mais globalement, nos proches ont été un soutien formidable. Elle est sur différents niveaux. Donc, tu as une incidence personnelle sur la maman en elle-même, sur le couple, également sur la fratrie, parce que tu peux vivre un deuil périnatal et avoir des aînés. Donc, c'est important aussi de leur laisser la place, de leur expliquer. Les enfants comprennent tout. Les enfants ressentent tout. Donc, c'est important aussi de répondre à ce besoin-là. Euh, les incidences, elles sont multiples. Et elles sont surtout aussi, là où je vois qu'il y a beaucoup d'appréhension, c'est les futures grossesses. C'est de savoir, bah déjà, est-ce qu'on va être capable de refaire un bébé? Est-ce que notre couple va tenir? Est-ce que ce bébé, bah, j'ai pas le risque, je prends pas le risque qu'il se reproduise les mêmes choses? Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et ce qui est important dans ce deuil-là, c'est vraiment de prendre le temps de se reconstruire. Sandra, comment concilies-tu ou accompagnes-tu les familles et les fratries qui ont vécu un deuil? Alors déjà, c'est hyper important de leur dire les choses telles qu'elles sont, quel que soit l'âge, c'est-à-dire de pas le cacher, de vraiment dire ce qu'il s'est passé, parce que bah, c'est important que, notamment, même si le bébé il est pas arrivé, il n'a pas réussi à naître en vie, c'est important qu'il sache qu'il y a eu quand même un petit frère ou une petite sœur qui était dans le ventre, voilà,
pour que ça soit vraiment, faut pas que ça soit un non-dit en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Et après, le risque, c'est vrai, et ça, je l'ai entendu récemment d'ailleurs d'une maman, c'est que souvent l'attention est tellement portée sur l'enfant perdu que le risque, c'est que les frères et sœurs soient un peu mis de côté et qu'on porte moins d'attention à eux. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de bah, veiller peut-être à effectivement garder aussi l'attention sur les frères et sœurs, ce qui est vraiment pas évident, hein, surtout avec ce qui vient d'arriver. Donc oui, effectivement, c'est de faire attention à ça, de pas les mettre trop de côté, même si voilà, c'est pas très facile à gérer, mais vraiment, en tout cas, leur parler vraiment de manière vraie et authentique. Ça, c'est hyper important, tout en gardant l'attention sur eux malgré l'épreuve, en fait. Ok, bah moi en gros, bah, en fait on m'a même pas réexpliqué après. Enfin, il y a personne qui m'a vraiment réexpliqué. Je sais même plus du tout comment ça s'est passé. Parce que vu que bah, j'étais petite et tout, après, mes parents ils m'ont juste expliqué ce qui s'était passé un petit peu, mais j'ai pas tous les détails quoi. Bah, je devais être petite, mais ils ont dû me dire que en gros, bah, mon petit frère il était décédé, mais après j'ai pas eu de détails de la situation quoi. Ouais, moi j'aurais bien voulu qu'on m'explique, mais après. En étant grande, je pense que je devrais peut-être leur redemander pour savoir plus d'informations, quoi. Bah là, je me rends compte que plus je grandis, plus bah, j'y pense parce que forcément, enfin, quand on grandit, on se rend compte des choses. Quand j'étais petite, je savais pas vraiment ce que c'était et comment ça s'est passé. Mais du coup, plus je grandis, plus j'y pense et plus je me dis que bah, j'aurais bien aimé plus le connaître, plus savoir des choses sur lui et tout. Et que bah oui, forcément, il me manque, mais après, je l'ai pas beaucoup connu, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que moi, je dis jamais que j'ai eu un petit frère. Je dis toujours que j'ai une sœur et enfin, j'en parle pas forcément, quoi. Bah, c'est vrai que je le dis pas parce que j'ai pas forcément envie d'en parler enfin, à des personnes que je connais pas forcément. Après, il y a les personnes plus proches de moi, je leur en parle ouvertement. Et je sais que si j'ai besoin de leur en parler, je peux, mais les personnes extérieures, je n'en parle pas, quoi. Ouais, plus je grandis, plus je me rends compte que j'ai besoin d'en parler. Non, pour ça, ils m'en ont jamais parlé, mais parce que moi, je leur en ai jamais parlé aussi. Ouais, j'ai pas envie que, enfin, après, ça, ils y repensent et tout, même s'ils doivent y penser tous les jours, même moi. Mm. Mais d'en parler, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu un sujet tabou même entre vous, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, auprès des couples, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont présentes. Les hommes, en fait, vivent, on va dire, cette épreuve et souvent les deuils de manière très différente des femmes. Voilà, c'est très particulier. Ils auront moins envie d'en parler. Alors là, je vais parler qu'avec mon expérience. Après, dans la réalité, peut-être qu'il y a d'autres choses. Donc surtout, voilà, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Mais c'est vrai que je trouve que, alors, il y a des hommes qui s'expriment sur le sujet, qui ont besoin même d'être accompagnés. J'ai déjà eu. Mais c'est assez rare en fait. Donc même si c'est effectivement ça serait important pour l'équilibre du couple, mais ils ont effectivement, je trouve, une façon de fonctionner qui est différente. Donc évidemment, ils ressentent des émotions, tout comme voilà, comme toute personne, mais ils vont peut-être être plus dans l'action, par exemple. Ils vont être plus dans le mouvement ou dans l'action, et ils n'ont pas forcément besoin de parler, en fait. Eux, l'expression des émotions, elle va passer plus par être effectivement être en mouvement ou dans l'action. Donc c'est pour ça qu'en général, bah, les hommes, on les voit pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas énormément, même s'il y en a eu quelques-uns. Et en couple, oui, bah ça dépend des personnes et de là où ils en sont. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas tristes. Ça veut pas dire qu'ils n'éprouvent pas de douleur, bien entendu. C'est juste que eux, leur besoin, il est différent, en fait. La pression de la masculinité est aujourd'hui un obstacle à l'expression du deuil. Voici quelques extraits du livre Les étoiles ne piquent pas que j'ai écrit. Le concept de masculinité imprègne profondément la façon dont les hommes sont généralement attendus de réagir face au deuil.
en particulier lorsqu'il s'agit de la perte d'un enfant. La pression de tenir le rôle de l'homme fort peut créer une barrière émotionnelle majeure, dissuadant les pères d'exprimer leur peine et leur vulnérabilité. Les normes traditionnelles de masculinité mettent l'accent sur la retenue émotionnelle, la force et l'autonomie. Ces attentes peuvent influencer considérablement la façon dont les pères endeuillés traitent leur propre douleur. Le plus gros stéréotype reste le stéréotype du père comme pourvoyeur et protecteur. On s'attendait à ce que je sois le pilier de la famille, que je reprenne le travail rapidement et que je soutienne ma femme. J'avais l'impression d'avoir un double rôle à jouer. À l'extérieur, je devais être stoïque, le père fort que tous imaginaient. Le travail est un faux échappatoire. À peine 6 semaines après le décès d'Alban, la reprise du travail fut comme entrer dans un monde parallèle, où la routine semblait avoir repris ses droits, tandis que, pour moi, rien n'était plus comme avant. Le monde du travail aujourd'hui n'est pas en capacité de gérer le deuil périnatal vécu par ses salariés. J'ai eu des réflexions du genre « Bon, maintenant, il faut passer à autre chose, tes problèmes n'ont pas à être ici. » J'ai eu besoin de temps pour trouver un équilibre et pour m'autoriser à vivre pleinement mon deuil sans culpabilité. J'ai même changé de société et d'environnement. Comment as-tu trouvé du réconfort? J'étais déjà musicien, mais j'avais tout mis en pause depuis un moment. J'avais promis à Albin que je me lancerais dans des projets. J'ai repris la musique en suivant une formation diplômante. J'ai enregistré les bases d'un album. Je fais partie d'un nouveau groupe. L'écriture a été un exutoire. Les étoiles ne piquent pas est né de cette nécessité de donner une voix à mon expérience en tant que père. Cela m'a aidé à transformer une expérience profondément traumatisante en un témoignage qui aide déjà d'autres parents et papa à traverser ce deuil. Nous avons aussi lancé le projet de notre mariage qui a eu lieu entre 2020 et 2021. J'ai également adopté le grand frère d'Albin qui était le fils que ma compagne avait eu d'un précédent mariage. Il voulait le même nom que son petit frère. Est-ce que tu connaissais le deuil périnatal avant que ça t'arrive? Avant la perte d'Albin, j'avais été confronté une fois au deuil périnatal avec le décès du petit Gaspard, le fils d'un copain avec qui je faisais de la guitare. Son décès m'avait beaucoup choqué et marqué. À l'époque, j'avais à peine 25 ans. Comment sensibiliser pour que le deuil périnatal soit moins tabou? Pour briser le tabou autour du deuil périnatal, il est essentiel de partager des témoignages, comme celui que j'ai apporté à travers mon livre. La sensibilisation passe par l'éducation, l'inclusion des pères dans les discussions et une meilleure prise en charge par les professionnels de santé. Il faut créer des espaces où les parents peuvent exprimer leur douleur sans jugement et où leur expérience est validée et entendue. La société doit reconnaître la profondeur de ce type de deuil et offrir des ressources adaptées à ceux qui en ont besoin. Comment réagissent les professionnels de santé? Dans mon cas, dès le départ, nous avons été très mal accompagnés. Rapidement, avec ma femme, nous avons souhaité mettre en place un suivi psy pour chacun. Pour moi, ça a été horrible. J'avais cette impression de parler à quelqu'un d'insensible qui ne prenait pas en compte ma souffrance. Au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre d'avoir également une femme en face de moi. J'avais besoin d'un regard masculin, mais aussi d'un regard de papa que je n'ai pas trouvé. Il y avait mon médecin, mais il n'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment. Je me suis extrêmement senti seul dans mon deuil en tant que papa où je n'avais pas de référence, de point d'accroche. Les livres pour papa n'existent pas ou ne sont pas mis en avant. Dans les associations, il n'y a que des femmes. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un sentiment d'imposture face au deuil dans cette situation? Non, parce que mon deuil et ma souffrance sont légitimes, et je suis confort dans cette idée. Ensuite, la société actuelle a déjà du mal avec le deuil en général, où c'est encore tabou. Le deuil d'un enfant, c'est pire, et la place du papa. On est vraiment une pyramide inversée. On est vraiment sur un problème de société comme le handicap, les LGBT. Il faut une société plus ouverte et moins en proie à des idées préfaites. Vieille comme le monde. Oh, je recommence cette phrase, j'ai dégluti. Il faut une société plus ouverte et moins en proie à des idées préfaites, vieille comme le monde et pleine de préjugés. Autre anecdote sur le sujet, lors d'un salon du livre en avril, je présente mon livre, défends un projet qui, je pense, est honorable. Une dame vient me voir en étant intéressée et me sort « Il est bien votre livre, j'ai moi-même vécu ça. » Je me dis « Chouette !» Eh ben non. Elle me dit « Vous n'auriez pas la vision d'une femme? Le côté homme ne m'intéresse pas. » Et c'est assez récurrent, les témoignages de maman, il y en a à l'appel et ça attire. Papa, il y en a trop peu et il n'attire pas. Quelles sont les actions à mener, qu'elles soient préventives ou concrètes, pour impliquer les pères? De mon côté, j'ai sorti un livre, récits, témoignages, avec un axe recherché et témoignages sur les papas.
Avec une collègue kinésiologue, nous avons... Désolé, je recommence. Avec une collègue kinésiologue, nous allons mettre en place entre 2024 et 2025 5 ateliers pour les papas autour du deuil. Les ateliers sont en cours de finalisation, mais il faut en parler plus librement et sans filtre. La pression de masculinité est aujourd'hui un obstacle à l'expression du deuil. Le concept de masculinité imprègne profondément la façon dont les hommes sont généralement attendus de réagir face au deuil, en particulier lorsqu'il s'agit de la perte d'un enfant. La pression de tenir le rôle de l'homme fort peut créer une barrière émotionnelle majeure, dissuadant les pères d'exprimer leur peine et leur vulnérabilité. Il s'agit de sexisme, on est bien d'accord. On a tendance à associer le sexisme aux femmes, mais les hommes vivent du sexisme lorsqu'ils laissent exprimer leurs émotions, lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils, aux yeux de la société, ne sont plus ce que l'on attend d'eux, des mâles sans émotions protecteurs. Pour plus d'égalité, que ce soit pour les femmes, mais également pour les hommes, il faudrait arrêter de genrer des émotions ou des comportements types. C'est la société qui crée des genres, et non la biologique. Le plus important, c'est qu'il soit soutenu, que ce soit par des professionnels ou par des personnes de la famille ou des amis, etc. Et que justement, ces personnes-là puissent peut-être lui dire, voilà, ça serait pas mal, par exemple, que tu puisses participer à un cercle de parole. Parce qu'il y a ça, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, d'ailleurs, au début, je fais des cercles de parole sur ces sujets-là. Et en fait, parce que dans les groupes de parole, justement, les personnes peuvent exprimer. Alors justement, les hommes sont plus présents, pour moi, dans des cercles de parole sur des thèmes de deuil qu'en thérapie, par exemple, individuelle. Voilà, donc chacun exprime en fait ce qu'il a envie et ça fait résonance. Et en plus, souvent, ils partagent des expériences communes. Donc, après, ça peut effectivement créer du lien entre eux. Donc ça, c'est pas mal. Mais il faut savoir aussi que ça existe parce que des fois, enfin, moi, personnellement, il y a quelques années, quand j'ai cherché des accompagnements suite à un deuil, j'en trouvais pas et je savais pas où c'était. Donc, il faut avoir soit la curiosité ou avoir les bonnes personnes qui sachent effectivement dire, orienter justement vers soit un thérapeute, un accompagnement du deuil ou vers les cercles de parole qui sont justement sur ce thème-là, sachant que c'est vraiment important de... Enfin, évidemment, je dis ça parce que je suis formée à ça, mais l'accompagnement du deuil, c'est vraiment un accompagnement spécifique qui demande vraiment une posture, que tout le monde n'est pas formé à ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tout cas cette sensibilité-là, parce que je trouve que la posture à avoir est très différente que quand on accompagne quelqu'un d'autre sur une autre thématique, par exemple. Donc voilà moi ce que je peux dire sur les couples. Donc après il y a des associations aussi qui organisent. Il y a vraiment énormément en fait de ressources où les accompagnants où on peut réorienter justement pour qu'ils puissent trouver quelque chose qui corresponde à leurs besoins en fait. L'association A Casa di Famiglia, basée sur Bastia, a été créée en 2024 et a pour mission principale le soutien à la parentalité. Elle a été conçue pour accompagner les familles dans leurs difficultés quotidiennes liées à la parentalité. La présidente Maëva Vaz et son équipe de collaborateurs proposent des ateliers dédiés aux parents pour leur donner des outils concrets pour les aider dans une situation particulière, tels que des ateliers pour les premiers secours spécialement pour les enfants et nourrissons, des ateliers sur la communication, comment gérer les conflits à l'adolescence, comment gérer les crises de colère et punition, mais également sur le couple, prévention sur le baby clash, la gestion de la coparentalité, le quotidien des familles monoparentales, etc. Une vingtaine de professionnels de santé et petite enfance de la région ont rejoint le projet et animeront ces ateliers ainsi que des groupes de parole pour partager des conseils, répondre aux questions des parents et faire de la prévention sur des sujets d'actualité divers. Des rencontres café parents sont également organisées en petits groupes intimistes pour offrir une écoute et un soutien entre familles et ainsi lutter contre l'isolement, les tabous et démocratiser le répit parental. Un endroit où les parents partagent leur expérience, leurs doutes, se conseillent mutuellement et trouvent du réconfort.
Concernant le deuil périnatal, les rencontres café-parents sont organisées par thématique à la demande des participants. Cela peut être sur le développement du bébé, conseils sur le sommeil, allaitement, colique, sur les parcours de conception médicalisés, sur la séparation des parents, le harcèlement scolaire. Un groupe a été créé sur le sujet du deuil périnatal suite à une forte demande, le but étant de rencontrer des familles qui ont vécu ce deuil et trouver un soutien et une écoute de personnes qui comprennent réellement ce qu'ils traversent. Une façon pour eux d'être libres de s'exprimer sans tabou, de continuer à penser à leur enfant et peut-être partager ce qui a aidé dans ce parcours. Cilia, peux-tu nous parler de ton engagement auprès de l'association Souvenange? J'ai rejoint l'association en 2016. Je suis donc photographe professionnelle à ce moment-là et c'est par un concours de circonstances, une collègue photographe me parle de l'association. Je suis pas particulièrement touchée par le deuil périnatal. J'ai la chance de ne pas être concernée. Après, on se rappelle qu'une grossesse sur 5 n'est pas menée à son terme. À ce moment-là, moi, quand je rejoins l'association, je suis enceinte de mon deuxième enfant, justement, en 2016. Et à aucun moment, je me dis que c'est bizarre, que c'est glauque ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est des adjectifs qui reviennent régulièrement, malheureusement. Et nous, l'idée, c'est vraiment de lever le tabou. À ce moment-là, je me dis simplement, sans trop réfléchir, moi j'ai un savoir-faire, c'est de faire des photos douces, délicates. Je sais accompagner les personnes et, et ça me semblait assez naturel et logique de le faire. De la même façon qu'on se baisse dans la rue pour ramasser un bout de papier par terre et le mettre à la poubelle, et ben je savais faire des photos, des parents avaient besoin de faire des photos, c'était un geste assez naturel pour moi. J'ai pas imaginé que je resterais j'ai pas pensé en fait à la suite, et puis bah voilà, ça fait 8 ans maintenant que j'y suis, et que ça se passe bien. C'est voilà, c'est une forme de bon sens pour moi, je le fais parce qu'il faut le faire. Il y a cette appréhension tout le temps de rencontrer les parents, de pas savoir quoi leur dire, de pas savoir comment interagir, et moi la plupart du temps je dis qu'il faut rester simplement naturel. Je peux vous partager cette expérience avec euh, avec avec un petit qu'on va appeler Gabriel pour changer son nom. J'interviens dans un contexte vraiment très difficile. Il s'agit d'une mort fœtale in utero à terme. Donc la maman était à 39 semaines, et puis ils attendaient plus qu'une chose, c'était d'accoucher, de rencontrer leur bébé et de rentrer à la maison. Et puis malheureusement, elle se réveille un matin et elle ne le sent plus bouger. Elle arrive à l'hôpital et puis il était décédé. Évidemment, les parents sont sous le choc. Jamais ils ont imaginé qu'ils n'allaient pas rencontrer leur bébé. Là, c'est la psychologue de l'établissement, donc de la Croix-Rousse, Fanny Damian, qui me contacte pour pouvoir prendre des photos de ce petit, parce que les parents ils sont dévastés et ils pensent pas à ça à ce moment-là. Donc elle se dit que c'est hyper important et que c'est une bonne chose. Elle m'appelle, donc j'y vais. Les parents n'ont pas souhaité présent, donc je suis toute seule avec ce bébé qui est un bébé qui est un beau bébé, quoi, qui est un beau bébé, tout fini, tout rond, tout beau, tout joufflu. Et ce bébé portait un petit bonnet, le petit bonnet de naissance habituel. Donc je prends en photo les mains, les pieds, les détails, j'enlève le bonnet pour pouvoir voir ce qui se cache dessous, les petits cheveux, et là je découvre des petites boucles rousses adorables, des petits cheveux, des petites bouclettes rousses trop mignons. Donc je prends en photo ces bouclettes, et puis le bébé entier globalement. Et puis quand je m'en vais, quelques semaines plus tard, on reçoit un message des parents qui ont reçu les photos et qui nous envoient un long message de témoignage et de remerciements, parce qu'ils étaient hyper touchés d'avoir eu ces photos toutes douces, que ça les aidait. Ils témoignaient donc du sens que ces photos avaient pour eux. Et alors ils précisaient cette petite chose, ils disaient on découvre à travers les photos les bouclettes du bébé parce qu'on n'avait pas osé enlever le bonnet. On n'a pas, sur le coup, ils n'avaient pas osé, pas pensé, je sais pas,
En tout cas, ils ne l'avaient pas vu. Et ils ont découvert ce détail des bouclettes rousses de Gabriel en en découvrant les photos. Et alors, ils nous disaient que ça leur faisait un bien fou parce qu'ils découvraient ces bouclettes et c'était le grand-père de la maman qui avait les cheveux bouclés roux. Donc, ça ancrait aussi ce petit Gabriel dans cette histoire familiale et dans la famille. Donc, c'était assez chouette. La discrétion et le respect de l'intimité des familles est au cœur vraiment de l'engagement de Soulanges. Il est essentiel pour nous de rappeler que chaque intervention se fait dans le respect total de la confidentialité. C'est pour ça qu'on a changé le prénom du petit Gabriel tout à l'heure. On a pour règle de toujours respecter l'intimité des familles. Chaque intervention est faite vraiment avec beaucoup de discrétion. On partage jamais d'informations personnelles sans l'accord des parents, de la même façon qu'on ne dévoile jamais les photos sans l'accord des parents. Les photos de détails de pieds et de mains, c'est toujours avec l'autorisation de publication et dans un contexte vraiment très réduit. Généralement, c'est pour la formation des professionnels de santé ou la formation de nouveaux bénévoles à la prise de vue. L'ensemble de notre démarche est vraiment guidé par l'empathie et le respect de leur vécu, je dirais. Ce sont des valeurs fondamentales pour Soulanges. En plus de nos actions auprès des parents, Soulanges joue un rôle clé dans la sensibilisation des soignants. Depuis cette année, nous avons mis en place un process de formation, une offre, disons, de formation destinée aux professionnels de santé au sein des cliniques et des hôpitaux. Pour ce programme de formation vise à accompagner les soignants qui le souhaitent dans la réalisation de photos plus douces, sans que ça leur prenne trop de temps. On a totalement conscience du peu de temps disponible pour les soignants. Donc l'idée, c'est de leur donner des clés, des outils et des petites techniques qui leur permettront d'avoir quelque chose de vraiment doux à offrir. La photo, elle est toujours faite, tout le temps. Pas forcément par les bénévoles, j'entends, mais les équipes soignantes font toujours une photo parce que dans le dossier médical, il en faut une. C'est une photo légale, une photo de médecine légale, tout simplement. Donc, il y a toujours au moins une photo. Et parfois, les parents, ils n'ont que cette photo. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, ou plus, parfois. Ils n'ont que cette photo. Alors, à l'époque, c'était des vieux Polaroid avec une petite image floue, pas top. La seule chose qu'on disait, c'est qu'elle a le mérite d'exister. Oui, mais elle aide pas vraiment dans le process. Du coup, on les retouche aussi, ces photos-là. Mais si les équipes soignantes sont à même de faire des images plus douces dès le début, c'est cool. Ce sera un grand pas, en tout cas, pour aider tous ces parents endeuillés. Mais souvent, ce que je vois aussi, c'est on va dire 80% du temps, et encore, les couples refont rapidement un autre bébé. Refont rapidement un autre bébé, mais gardent quand même toutes les appréhensions liées au drame vécu quand même. Par rapport au désir d'une grossesse rapide, à faire rapidement, parce que souvent les couples ont besoin, retrouvent l'élan de vie. On en avait parlé au téléphone et peu de temps après, j'ai eu une personne en consultation qui m'a dit, moi, il a fallu que je refasse tout de suite un bébé parce que c'est ce qui m'a permis de tenir, en fait. Donc, effectivement, ça, je le comprends effectivement tout à fait. Le seul point d'attention, en fait, que moi, je voudrais apporter, c'est que c'est vraiment important aussi de prendre soin de soi effectivement pendant ce projet en tout cas de remise en route d'un bébé pour gérer ses émotions, son deuil, notamment prendre soin de son deuil. Ça, c'est vraiment important pour que le lien et l'attachement au futur bébé puissent se faire sans qu'il y ait eu les projections avec l'ancien. Et après, l'autre conseil, en fait, je trouve qu'il est jamais en fait trop tard pour prendre soin de son chemin de deuil, notamment quand on a perdu un bébé ou une autre personne. Mais chaque parcours est en fait vraiment unique et qu'il faut du temps pour être prête aussi à l'affronter pleinement. Donc voilà, il est jamais trop tard. Voilà, ça c'est vraiment, c'est vrai que tout de suite sur le moment on pense pas forcément à ça. Donc
Donc ça, je le comprends parfaitement parce que on a besoin d'un retour à soi. Souvent, on n'a pas forcément envie d'aller vers un professionnel. Ça dépend des personnalités en fait. Mais dans tous les cas, il est jamais trop tard. Moi là, j'ai eu une dame, elle est venue et elle a perdu son enfant. Alors c'était bien après les 7 jours, mais ça fait plusieurs dizaines d'années en fait. Et c'est pas la blessure est pas du tout guérie. Voilà, et on en a reparlé parce que là, il y avait besoin tout simplement. Donc, c'est pour ça il faut se laisser le temps aussi. Et il est jamais trop tard pour le faire. Voilà ce que je voulais ajouter pour terminer. Après, c'est vrai qu'il y a toujours plein de choses à dire. Il y aurait encore plein de choses. En tout cas, il existe énormément de ressources sur le deuil périnatal en général. Cilia, tu me disais que vous réalisiez des sensibilisations auprès du corps médical. Est-ce que tu dirais qu'ils sont bien formés sur l'accompagnement dans la perte d'un bébé? C'est une question assez délicate parce que, en effet, dans le cursus de sage-femme, à l'école des sages-femmes, le sujet du deuil périnatal, il est très peu abordé. Ce qui fait sens quelque part quand tu as envie de devenir sage-femme, tu as envie d'aider les femmes à donner la vie. Et de la même façon que quand tu es enceinte, t'imagines pas que tu ne verras pas ton bébé, quand tu es sage-femme, t'as pas trop envie de penser au bébé sans vie. Et, euh, et du coup, le sujet et la sensibilisation au deuil périnatal dans le cursus de sage-femme est assez peu abordé. Je crois que ça représente 2 heures, ce qui est vraiment ridicule. Euh, alors, le sujet de la photographie est encore moins abordé. Il y a encore énormément de sages-femmes ou de personnels soignants aujourd'hui qu'on rencontre parfois à l'occasion de salons ou de sensibilisation ou de journées de sensibilisation qui nous disent «Ah, je connaissais pas l'association». Alors, ça a été beaucoup... il y a eu, il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, ce sujet qui a fait grand bruit autour de John Legend et sa femme Chrissy, qui ont partagé notamment sur Instagram des photos à la maternité avec leur bébé sans vie, puisqu'ils venaient de perdre leur petit. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai accouché le 21 novembre 2022 à minuit 52, sans avoir été isolée des autres mamans et en entendant tous les autres bébés naître durant ces 4 jours d'attente. Je trouve cela invivable et inhumain de nous faire vivre cela. À ce moment-là, on veut être seul. J'aurais préféré mourir. Alors, quand on y va, moi, quand j'y allais, je ne posais de questions à personne parce qu'on n'est pas forcément bien accueilli par le corps médical. Ça, c'est fou parce que moi, j'y allais la fleur au fusil en me disant c'est super ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, on est bénévole, on va photographier des bébés morts, il faut le dire. On n'y va pas de gaieté de cœur. On y va vraiment pour aider les parents. Donc, je pensais être accueillie en disant ah, c'est exceptionnel ce que vous faites et qu'on nous aide. Et en fait, on arrive dans des services souvent débordés où en fait, ils n'ont absolument pas été formés pour ça. Tu vois, la sage-femme et tout. Donc, il y avait des choses que je trouvais euh, même révoltantes en fait. Et de ne pas montrer son bébé tout de suite à une maman qui attend. Moi, j'arrive, je me souviens d'une maman, je suis arrivée dans la chambre et je lui dis, mais, donc elle avait accouché. Et je dis, mais il est où votre bébé? Alors moi, je demandais toujours le prénom du bébé, puis après, je l'appelais par son prénom. Je crois qu'elle s'appelait Suzanne. Et je lui dis, elle est où, Suzanne? Elle me dit, bah, je sais pas, j'ai accouché, ils sont partis avec. Et donc, elle attendait comme ça. Et donc, moi, je ressors, je vais voir l'équipe médicale. Elle me dit, ah bah oui, mais là, on n'a pas le temps de la préparer. Et en fait, il y a certains pays, il y a certains endroits où la maman pourrait, et le papa pourrait, si, je mets bien, il y a des conditions, si le bébé n'est pas trop abîmé, parce que si on a fait une interruption médicale de grossesse, c'est un bébé qui vient de naître, même si son petit cœur ne bat plus, euh, il ressemble à un bébé, peut-être très petit, mais il ressemble à un bébé. Il n'y a pas forcément de stigmates. Donc, il y a des pays ou des endroits où les parents peuvent donner le bain, par exemple. Ce que la sage-femme va faire, je ne sais pas si c'est la sage-femme ou l'auxiliaire qui va nettoyer le bébé, clamper le cordon, l'habiller et lui mettre peut-être une petite couverture. Les parents, si on leur demande, je suis sûre qu'il y en a certains qui voudraient le faire, mais on ne leur demande pas.
Et là, la dame était partie avec le bébé et je voyais les parents qui étaient là dans une errance totale et qui avaient qu'une seule envie, c'était d'être avec leur bébé, quoi. Donc ça me révoltait. Alors je comprends bien que l'équipe avait autre chose à faire et qu'effectivement il n'y avait pas d'urgence vitale, c'est le cas de le dire puisque le bébé était décédé, mais il y avait une urgence vitale pour les parents en fait. Parce que en fonction de certains parents, de certaines situations, enfin de la façon dont ça s'est passé, tu as des parents qui vont mieux le vivre que d'autres. Tout simplement parce qu'on les a écoutés, parce qu'on leur a posé des questions, parce qu'on a appelé leur bébé par son prénom, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient parents, parce que, tu vois. Donc moi, j'ai un vrai bagage psy, je sais que comment accueillir ces parents. Enfin, j'ai pas un bagage psy, j'ai pas été formée à... Je suis pas psy, mais avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, euh, j'avais quand même plus de facilité à accueillir la parole de ses parents que certaines personnes propres du corps médical qui n'avaient même pas le temps, tu vois, et qui n'avaient pas été formées et qui n'avaient peut-être pas cette facilité. Donc c'est vrai que j'étais toujours frappée du gap qu'il y avait entre ce qu'il aurait fallu faire et ce qui était fait. Voilà. Les parents, ils ont toujours été hyper accueillants avec nous. Et ils étaient vraiment presque trop bienveillants, en fait. Moi, j'ai vu des parents ne pas me montrer le bébé tout de suite. Je me souviens d'un papa, je me demande si c'était pas le premier, une petite Élise. Il vient me voir et il me dit vous avez déjà vu un bébé de X semaines, je sais plus, peut-être 20, 22, 24 semaines. Et je dis oui, oui, vous inquiétez pas. Tu sais, il voulait pas me montrer son bébé comme ça pour pas me choquer. Il me préparait. C'était vraiment adorable. Et je dis oui, oui, vous inquiétez pas. Et donc moi, je m'étais renseignée, j'avais demandé à Hélène comment ça allait se passer, à quoi pouvait ressembler le bébé. J'avais cherché sur Internet aussi la taille pour me dire est-ce qu'il fait 20 cm, 30 cm, pour pas être sous le choc, quoi. Et puis, moi, je me suis toujours autorisée à ressentir mes émotions. Je me suis toujours autorisée à pleurer si j'avais envie de pleurer, à leur dire ce que j'avais à leur dire. Et en fait, c'est des gens qui sont reconnaissants d'avoir une attitude normale avec eux, en fait. Ils sont parents d'un bébé, certes décédé, mais ils sont parents. Ça peut être un très beau jour pour eux. Et souvent, c'est un très beau jour et un jour très triste en même temps, mais il y a quand même cette rencontre avec leur bébé. Donc, on dit toujours qu'on photographie l'amour et on photographie pas la mort. Et c'est vraiment ça, quoi. On y va pour leur laisser un souvenir de leur bébé qu'ils n'auraient pas ou qu'ils auraient, mais mal fait avec un téléphone à la va-vite, un Polaroid, quelque chose qui serait pas à la hauteur du souvenir qu'ils veulent de leur enfant. Moi, je suis pas la mieux placée pour dire ce qu'il faudrait pour le corps médical, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a toujours choquée et révoltée, c'est qu'il y a des maternités où on nous laissait pas venir. Il y a des maternités qu'on appelait en disant, voilà, on a 4 5 bénévoles sur tel département, enfin, dans votre département. Euh, Est-ce qu'on peut faire je crois que ça s'appelle une convention avec, enfin un accord en fait avec votre maternité pour faire en sorte que quand vous avez un deuil, une IMG ou un deuil comme ça qui survient, enfin une mort qui survient, euh, est-ce que vous pourriez prendre la décision de proposer aux parents qu'on vienne et ou voilà, après c'est à eux de décider, mais au moins proposer, dire ça existe, si vous voulez, il y a un bénévole qui peut venir pour garder un souvenir de votre bébé en photo. Et il y a des maternités où on nous disait, mais vous vous rendez pas compte, on nous traitait de fous, quoi. On disait, mais vous allez faire des photos d'un bébé mort. Et vous ne croyez pas plutôt qu'ils ont besoin d'oublier tout ça et de passer à autre chose? Alors, venant de quelqu'un de complètement étranger à la naissance, à la psychologie, je veux bien entendre ça. Et j'en ai eu des discussions avec des gens qui me disaient, mais je comprends pas ce que tu fais. Et qui étaient presque outrés et qui me prenaient pour une folle. Mais venant de la part de quelqu'un qui accueille des naissances, qui s'occupe, parce que dans une grande maternité, des décès de bébés, il y en a tous les jours. Tu vas à Necker, tu vas à Cochin,
je parle que de Paris parce que c'est celle que je connais, c'est pas anecdotique, la mort d'un bébé. Tout le monde croit que c'est en 2024, ça n'existe pas. Mais vous allez à l'hôpital, il y a un bébé, il y a un décès de bébé par jour. Donc on ne peut pas dire que c'est tellement anecdotique qu'ils n'ont pas été formés là-dessus. C'est quotidien. Donc qu'on nous dise ça dans des maternités, alors qu'on sait que ça peut changer la vie des gens, juste d'avoir une photo. Et nous, ils nous le disaient, hein. On a des témoignages des gens qui nous disent, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous nous avez offert dans notre malheur. C'est toujours un peu émouvant. On a eu la chance de vous rencontrer. Vous avez pris du temps pour nous. On peut montrer cette photo aux grands frères, aux grandes sœurs, aux futurs petits frères et petites sœurs. Parce que ces gens-là, ils vont sûrement avoir à nouveau des enfants. Et quand ils vont vouloir parler du, du, du premier-né, on va dire, s'ils n'ont rien, c'est hyper compliqué de faire exister cet enfant qui n'a pas, qui n'a existé que dans le ventre de sa maman, tu vois. Même les grands-parents. T'as quoi? T'as une échographie, voilà, t'as une échographie, t'as une petite empreinte de pied, parce qu'à la maternité, ça, ils font tout le temps, ils font une petite empreinte de pied, une petite empreinte de main. Tu gardes le petit bracelet de naissance, mais c'est tout. Et les gens nous disaient, mais on a pu faire notre deuil, on a pu regarder la photo quand ça allait pas. Euh, Il y a même des gens qui ont fait faire des dessins parce que la photo était quand même trop dure à regarder ou trop dure à montrer. Parce que si tu as un bébé qui reste 2, 3 jours dans le ventre de sa maman après son décès, parce qu'on s'en rend pas compte tout de suite, bah, à la naissance, il est quand même beaucoup plus abîmé. Donc, nous, on fait des photos dans la mesure du possible, mais après, on avait des dessinateurs qui pouvaient aussi faire un petit portrait au crayon à partir de la photo, tu vois. Et voilà, améliorer en fait juste que le corps médical soit formé, ne serait-ce qu'une journée de formation. Et puis tous les ans, un petit rappel, et puis qui nous laisse bosser en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, même s'ils sont pas formés, voilà, qu'ils acceptent les associations parce qu'il n'y a pas que Souvenanche, il y en a d'autres, mais et qui nous laissent bosser et qui nous laissent le champ libre aussi. Donc ça, j'avais été extrêmement choquée, tu vois, qu'on sache pas faire, qu'on n'ait pas été formé, qu'on n'ait pas la fibre pour ça, qu'on soit mal à l'aise face à la mort, même si en tant qu'infirmière ou sage-femme, ça fait quand même partie de leur quotidien, mais qu'on refuse l'aide de gens qui sont compétents dans le domaine, ça, je comprends pas. Alors, la première chose que je mets en place, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une écoute. C'est des femmes et des couples qui ont vraiment besoin de venir déposer tout ce qu'ils en ont besoin. C'est un deuil. Donc, un deuil, tu vas passer par différentes étapes. Tu as d'abord l'étape du choc, tu as le déni, tu as la colère. Euh, Après, j'aime pas dire l'acceptation, c'est plutôt l'adaptation. T'acceptes pas ce qui t'arrive. Tu vis avec, tu apprends à vivre avec. Donc ça va être d'abord voilà, une écoute vraiment très active et très soutenante et dans leur sens. Et ça va être essayer de les aiguiller au mieux par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et notamment, alors, tu as des lectures qui peuvent être intéressantes. Moi, ce que je conseille souvent, c'est les livres pour enfants, parce qu'ils sont vraiment faits avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et avec des mots très justes. Donc, tu as des livres pour enfants, tu as des podcasts aussi, qui sont de plus en plus présents sur le deuil périnatal, et tu as les associations. Ça, je le recommande vivement dans le sens où, alors, je vais en dire trois. Tu as Naître et Vivre, Agapa et Spama. C'est des associations donc, qui sont là pour épauler, soutenir et accompagner les couples qui ont vécu un deuil périnatal. Euh, et tu as une écoute euh, quasi quotidienne. Tu as des groupes de parole, tu as des groupes de soutien. Et en fait, c'est vraiment de sortir de l'isolement le plus possible, même si ça peut arriver parfois d'avoir besoin d'être seul chez soi
et de prendre le temps d'être seul chez soi. Mais c'est important d'avoir un cadre où tu peux euh, déposer tout ce dont tu as besoin de déposer et surtout de te sentir écoutée et comprise. Voilà. Tu peux en parler à la famille, tu peux en parler aux amis, c'est toujours délicat. Voilà. Et les proches savent pas souvent comment faire parce que c'est tellement un drame, c'est tellement l'impensable, c'est pas logique, tu vois, de ce qui se passe. Donc, je vais surtout aiguiller dans ce sens-là. Et moi, je vais rester en alerte un peu sur justement l'isolement. Voilà. Dès que je vois l'isolement est un peu trop présent, là, ça m'alerte et c'est là où je vais diriger quand même vers un psy ou contacter d'autres professionnels de santé. Tu vois, c'est là où tu vois que tout ce qui se passe autour du deuil périnatal, il y a quand même... Alors, il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, c'est un sujet qui est assez tabou et c'est là où c'est difficile pour les familles qui vivent ça parce que vraiment, on est encore voilà, dans ce discours de se dire, OK, là, ils ont vécu un drame, bon, on va pas en parler, ça va leur faire de la peine, etc. Euh, Aujourd'hui, il faudrait tendre vers autre chose et justement euh, de en parler de plus en plus. Et je trouve ce qui est important aussi, c'est de nommer cet enfant parce alors, il a existé. Il n'a pas vécu, mais il a existé. Donc, c'est hyper important en fait de le nommer. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui leur donnent un prénom. Et justement, donc il y a eu des lois qui ont été faites en France depuis, alors en 1993, donc c'est pas si vieux que ça non plus, hein, les parents peuvent inscrire à l'état civil les enfants nés sans vie, comme je te disais, entre la 22e semaine d'aménorrhée et le 7e jour de vie, ou qui pesaient plus de 500 grammes. Donc ça, c'est depuis 1993. Euh, et là, on peut leur donner un prénom. Tu vois, avant, ça n'existait pas, ça. Et tu as aussi, ça, tu vois, bon ça, je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde dans le podcast, mais tu as aussi cette dimension transgénérationnelle, tu sais, ce poids que tu viens prendre sur tes épaules des générations précédentes, de toutes ces mamans ou de tous ces couples qui ont dû vivre ce drame et où ça a été un peu étouffé, quoi. Voilà, tu as ça. Euh, à partir de 2008, les parents, pareil, peuvent déclarer un enfant né sans vie à l'état civil, quel que soit le terme de la grossesse. Donc là, pareil, ça a été une avancée quand même immense. Et en 2021, cette loi a été renforcée où les parents pouvaient donner un nom de famille. Ce n'était pas le cas avant. Donc vraiment, on tend vers à rendre réel un enfant qui a existé mais qui n'a pas vécu. Et ça, c'est hyper important. Actuellement, je me sens entre deux mondes. Tout a changé pour moi et je sais que je ne serai plus jamais la même. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Cependant, il y aura toujours ce manque, et certaines périodes spécifiques me ramèneront à ma perte et à la plus grande douleur de ma vie. Mon mari a été et continue d'être extraordinaire. Même s'il ne parle pas beaucoup, il est toujours là pour me soutenir. Dans les premiers mois et semaines après la perte, je m'éloignais sans vraiment le réaliser de mon mari et de mes enfants. Mon attention était entièrement focalisée sur notre fille décédée et je ne prêtais plus vraiment attention à eux. Un jour, mon mari m'a ouvert les yeux sur cet éloignement, ce qui m'a amené à changer et à renforcer nos liens. La situation s'est améliorée, mais ces 3 années ont été éprouvantes, avec de nombreuses étapes émotionnelles comme la rentrée scolaire pour elle. Nous respectons l'espace de l'autre. Si l'un de nous souhaite se retirer pour être seul, il le fait tout en respectant les sentiments des autres. Même si parfois cela peut être difficile quand il reste dans son coin, nous privilégions toujours une communication respectueuse et apaisée. J'ai eu un rapport assez compliqué avec le suivi médical durant mon deuil périnatal, en grande partie à cause de notre conviction que la perte était liée à une négligence médicale. Certaines personnes trouvent du soutien auprès des professionnels ou en pratiquant des activités comme le dessin ou l'écriture, mais ce n'était pas mon cas. Il y a eu un sentiment d'isolement et d'incompréhension, et les phrases maladroites ou insensibles se sont ajoutées à ma douleur. J'ai réalisé qu'il était important pour moi de me prioriser et de mettre fin à des situations inacceptables. Les remarques comme « vous êtes jeune, vous en aurez d'autres » ou d'autres phrases déconcertantes m'ont profondément choquée et j'ai dû apprendre à faire face à ces situations difficiles.
Cette expérience m'a profondément affectée et a rendu le retour au travail impossible pour le moment. J'ai trouvé beaucoup de réconfort grâce à ma page Instagram, La lumière de ton âme. C'est devenu une sorte de thérapie pour moi où j'écris tout ce que je ressens. Avant que cela m'arrive, j'avais entendu parler du deuil périnatal de manière assez vague. Je n'avais pas conscience de l'ampleur de la douleur et des défis que les personnes traversent dans ce type de deuil. Pour sensibiliser davantage et le rendre moins tabou, je pense qu'il est crucial d'en parler ouvertement sur les réseaux sociaux comme je le fais. Il est également important de fournir des conseils à l'entourage des personnes endeuillées pour les aider à mieux comprendre et soutenir leurs proches. Ensemble, nous pouvons aider à réduire le tabou et offrir une meilleure compréhension de cette expérience difficile. Alors j'en profite, j'aimerais finir par un petit message pour toutes les personnes qui écouteront mon témoignage. 10 mois exactement après le décès de notre fille, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte grâce à un test positif. Un petit bébé miracle nous avait choisis pour être ses parents. Psychologiquement, avant cela, je ne pense pas que j'étais réellement prête. C'était un besoin de survie qui me poussait à reporter la vie. Mais lorsque je me suis réellement sentie prête à accueillir un nouvel enfant, cela a fonctionné. J'ai parlé à cette nouvelle petite âme, lui exprimant mon désir de l'accueillir, peu importe le sexe. À cette période, les soins énergétiques et le Reiki m'ont énormément aidée. Ce mois-là, j'ai aussi vu des arcs-en-ciel partout, ce qui était pour moi un signe d'espoir. Ne perdez pas espoir. Le soleil reviendra petit à petit. Bien que cela ne remplace jamais la douleur de la perte de votre enfant, le prochain enfant apportera un peu plus de lumière et renforcera votre désir de continuer à avancer. Émilie, ça serait quoi ton envie, tes idées pour faire évoluer notre société sur ce sujet? Alors, déjà au niveau des parents, c'est vraiment un espace de soutien, d'écoute, euh, et que le tabou se lève de plus en plus. Voilà. Ça, c'est hyper important pour eux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les proches essayent d'être présents, mais parfois c'est maladroit et parfois c'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Après, voilà, c'est délicat pour eux, donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et au niveau des enfants, ben, c'est une reconnaissance euh, ouais, juridique, vraiment juridique, et une reconnaissance de ces bébés. Après, je sais que chaque hôpital a un certain protocole par rapport à tout ça. Euh, Ça sera à confirmer, tu vois, mais il me semble que si tu demandes une inhumation des bébés, ça, c'est à ta charge. Voilà, c'est à ta charge. Donc, peut-être, alors pas à 100%, mais peut-être au moins obtenir une aide pour ça. Voilà, c'était pas quelque chose qui était forcément prévu, c'est pas quelque chose qui est forcément très, très adoré par les familles, mais il faut, voilà, certaines familles, c'est important pour eux et ça reste quand même un budget, voilà, qui n'était pas prévu de base. Donc moi, je suis tombée enceinte en mai 2022 de mon deuxième enfant et j'ai perdu ce bébé en octobre 2022. Donc j'ai connu pour la première fois de ma vie le deuil périnatal, la perte d'un bébé à un stade avancé de grossesse fin 2022, 6 mois après être tombée enceinte. Aujourd'hui, donc on est 2 ans après la perte de mon bébé, 2 ans après le drame, je me sens beaucoup mieux. Il y a eu énormément de phases difficiles. En fait, pendant ces 2 ans, j'ai l'impression d'avoir alterné entre des phases où ça allait extrêmement bien et des phases où ça allait pas du tout. Je pense que c'est le lot du deuil, notamment de ce deuil qui est assez particulier. Vraiment, le deuil périnatal, on peut le comparer à aucun autre deuil dans une vie. C'est le deuil d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas, avec qui on n'aura pas de souvenirs, on n'aura pas de photos. Voilà, moi, j'ai pas entendu la voix de mon bébé, je ne l'ai pas touché. J'inscrirai rien de véritable dans le monde des vivants avec lui, et ce deuil-là d'une personne finalement qu'on connaît que dans nos tripes, qui a juste été en nous, c'est hyper difficile.
Donc aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, je me sens mieux, beaucoup mieux. Mais par contre, j'ai noté... Par contre, aujourd'hui, j'ai noté que j'avais développé, suite à ce deuil périnatal, suite à la perte de ce bébé, un trouble anxieux un petit peu généralisé. J'étais déjà de nature anxieuse, mais aujourd'hui, je m'ausculte un petit peu trop, je suis devenue un petit peu hypocondriaque, un petit peu plus. J'ai toujours peur de la mort, évidemment. J'ai beaucoup peur de la mort. J'ai peur pour mon fils qui a 6 ans aujourd'hui. J'ai tout le temps peur pour lui. J'ai tout le temps peur pour mon conjoint. Voilà, je suis devenue une maman extrêmement protectrice et peureuse. Alors, quand j'ai écrit mon livre sur le deuil que j'ai vécu, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai perdu mon bébé, journal d'une mère cabossée, qui sort aux éditions de l'Archipel. Donc quand j'ai écrit ce livre pour raconter ce deuil périnatal, parce que je voulais qu'on brise les tabous autour de ce sujet, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qu'on n'explorait pas trop, c'était le couple après ce genre d'épreuve. Évidemment, quand on accouche d'un enfant en bonne santé, le couple en prend déjà un coup. Je l'ai vécu lors de ma première grossesse. J'ai vécu la fatigue, les nuits extrêmement compliquées et donc les engueulades avec son conjoint. Mais alors, quand on rentre de la maternité sans bébé, avec des larmes, là c'est encore pire en fait. Évidemment que le couple prend 2 fois plus cher. Et donc, j'ai fait des recherches en écrivant mon livre et 1 couple sur 2 se sépare à la suite d'un deuil périnatal. Dans mon livre, le couple que je dépeins, donc il y a 2 personnages qui vivent cette épreuve. Ces 2 personnages vivent une séparation, parce que je voulais vraiment explorer ce côté-là de ce drame. Mais nous, dans notre vie privée avec mon conjoint, on s'est beaucoup parlé. On s'est beaucoup parlé. On a beaucoup pleuré, évidemment. On s'est beaucoup isolé pour être ensemble, seuls, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait que nous deux qui nous comprenions sur le moment, juste après l'événement. Et après, par contre, on a senti un fossé entre nous. C'est-à-dire que moi, j'avais cette impression qu'il fallait absolument parler de ce deuil. Donc voilà, ça allait avec le fait que j'étais en train d'écrire sur le sujet et que voilà, pour moi, il fallait parler de cette perte parce que les silences me rendaient folle, les silences autour de ce sujet. Et mon conjoint, lui, était plutôt à l'inverse dans le côté c'est bon, on l'a vécu, on accuse le coup, on a pleuré, on s'est soutenu et maintenant place à la vie. Et c'est vrai que ça aurait pu passer pour il a oublié le truc, c'est bon, il est passé à autre chose assez vite. Donc moi je lui en ai un peu voulu au début d'avoir cette attitude-là. J'arrêtais pas d'aller provoquer des discussions avec mon conjoint en lui disant non mais je suis sûre que tu vas pas bien, parle-moi. Parce qu'évidemment, moi je suis beaucoup allée chez des psychologues et lui pas du tout. Lui ne ressentait vraiment pas ce besoin de gratter en fait le vernis, d'aller au plus profond de ce qu'on venait de vivre. Il était vraiment très... alors c'est pas qu'il prenait pas ça au sérieux, mais c'est qu'il ressentait pas le besoin d'aller trop il considérait que ça lui faisait plus de mal qu'autre chose en fait. Peut-être qu'il se sentait pas légitime aussi. Ça c'est une discussion qu'on a eue et il a fini par me dire ça. En effet, mon conjoint a joué un rôle de pilier pendant toute cette épreuve. Peut-être un rôle qu'on attribue malheureusement trop souvent aux hommes et on les conditionne un peu à être comme ça, à être
la caution un petit peu forte dans ce genre d'épreuve, celui qui va pas forcément s'écrouler. Donc il a joué ce rôle de pilier et il me disait assez simplement que moi j'avais vécu cette épreuve dans ma chair, dans mon corps, que j'en avais encore au sortir de la grossesse des stigmates, donc j'avais mal, j'avais des douleurs, j'avais le corps en postpartum alors que j'avais pas de bébé. Et lui ne se sentait absolument pas légitime de se plaindre de quoi que ce soit. Il était là pour m'épauler, mais vu qu'il l'avait pas vécu dans sa chair, c'était un deuil différent. Donc voilà, il y a eu des frictions autour de ça. Nous, aujourd'hui, on en est sorti beaucoup plus fort parce que ça fait vraiment des années et des années qu'on est ensemble. On communique énormément avec mon conjoint et puis surtout, on a un autre enfant qui nous a vraiment porté aussi. Notre fils nous a fait rire assez vite après le drame, nous a fait sourire. C'est vrai qu'avoir un autre enfant, ça permet de sortir très très vite des larmes. Donc voilà, avec mon conjoint, finalement, avec beaucoup de discussions, beaucoup de discussions que j'ai provoquées en partie, et notre fils qui nous a fait sourire très vite, on s'en est sortis, mais le couple, évidemment, le couple est évidemment la première victime d'un deuil périnatal une fois qu'on sort de l'hôpital. Alors, comme je raconte dans mon livre, moi j'ai perdu mon bébé à 6 mois de grossesse des suites de complications graves d'un placenta prévia. Donc j'ai eu des grosses hémorragies et il a fallu procéder à une césarienne d'urgence pour sauvetage maternel à 6 mois de grossesse. Donc forcément le suivi médical il a été notamment autour de cette césarienne qui a été fait très très vite pour me sauver la vie. Mais ensuite, à part ça, j'ai l'impression qu'à l'hôpital, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Je suis sortie de l'hôpital après 4 jours. On m'avait donné des piqûres d'anticoagulants, enfin voilà, des choses quasi normales après une césarienne. Il y a eu un suivi psychologique à l'hôpital. Les psys sont passés 2 fois pour nous parler après la perte du bébé. Et puis après, c'est tout. Après, on sort vraiment avec quelques médicaments. On sort avec des consignes. Et puis voilà, on sort surtout avec notre chagrin. Moi, c'est vraiment ce qui m'a un petit peu le plus heurtée, c'est de me dire que j'avais été extrêmement suivie pendant la grossesse parce qu'elle était pathologique. C'était une grossesse à haut risque. Et puis une fois que le bébé n'était plus là, il y avait plus grand monde pour s'occuper de nous. Je trouve que quand on vit un deuil périnatal, déjà c'est pas forcément quelque chose dont les gens parlent, ça on l'a compris assez vite. On fait jamais trop de retours d'expérience sur le sujet dans les familles, on préfère parler des naissances heureuses. Mais moi ce que j'ai remarqué c'est vraiment que l'entourage se retire en fait. Même l'entourage proche ne sait pas trop comment réagir face à ce genre de drame. Alors moi, très simplement, j'ai commencé à écrire à partir du moment où j'ai été en congé maternité, parce qu'on bénéficie du congé maternité après les 22 semaines d'aménorrhée, même quand on a perdu le bébé. Donc je me suis retrouvée en congé maternité sans bébé, et là, la première chose que j'ai faite, parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais peur de m'ennuyer, et s'ennuyer, c'était ressasser, pleurer, et passer mon temps vraiment dans mon lit à broyer du noir. Donc je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai commencé à tapoter, écrire, et il fallait absolument que toutes les émotions que j'étais en train de vivre sortent. Il fallait qu'elles sortent pour que je les comprenne, il fallait qu'elles sortent aussi pour que j'en garde une trace, parce que j'étais convaincue, parce que ça c'est toujours comme ça, on vit des émotions fortes et puis le temps fait son œuvre, on les minimise avec le temps, on a tendance un petit peu à les oublier. Et ce drame-là, en fait, vu que j'avais pas ce bébé, vu que ce bébé, j'en garderai finalement aucune trace, j'avais besoin de l'écrire, ce bébé. J'avais besoin de le garder d'une manière tangible, en fait. J'avais besoin de le tenir dans mes doigts. Et donc, j'ai sorti des mots. Ce bébé, je l'ai écrit.
Pour moi, la mort fait vraiment partie de la vie. Et la mort d'un bébé, c'est encore plus dur à envisager pour l'être humain. Mais en fait, si on n'en fait pas un tabou, tout est possible. Et ces gens-là, ils le vivent, arrivent à se sortir de leur chagrin si on n'en fait pas un tabou. Vraiment. Et la photo y participe. Je comprends parfaitement ce besoin de souvenir et de faire exister, de reconnaître la peine, de reconnaître le bébé, de reconnaître l'existence. Je ne connais pas un seul parent qui regrette d'avoir fait les photos. J'en profite pour vous remercier de nous avoir invités sur le podcast pour pouvoir parler de l'association et du deuil périnatal. Vous pouvez retrouver toutes les informations de Souvenange, où on se trouve et comment on accompagne tout le monde sur notre site www.souvenange.fr. Et ce que nous souhaitons avant tout chez Souvenange, c'est offrir aux familles un souvenir apaisant qui leur permette d'honorer la mémoire de leur enfant. Le deuil périnatal, on le sait, est une épreuve très difficile et nous espérons que grâce à nos petites actions, nous contribuerons à rendre ce moment un peu moins douloureux pour les parents. Chaque histoire est unique et tout le monde le sait, et nous sommes là pour les accompagner avec tout notre cœur. Donc merci. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode sur le deuil périnatal. Merci à nos intervenantes d'avoir donné de leur temps pour lever ce tabou sur le deuil périnatal. Nous aimerions refaire des épisodes sur cette thématique pour rentrer un peu plus dans le sujet. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram pour nous dire ce que vous en pensez. Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné pour cet épisode. Vous êtes très courageuses et courageux. C'est une épreuve terrible. Nous vous souhaitons que du bonheur. Nous vous le répétons, mais si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez cette expérience, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous, écoutez votre rythme. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire, n'hésitez pas à contacter des professionnels ou des proches, des groupes de parole ou bien nous, en DM. Nous vous écoutons et nous vous orienterons autant que possible. N'hésitez pas à partager cet épisode pour que l'on lève ensemble le tabou sur le deuil périnatal. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou via nos réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous.